Dans l'histoire de l'automobile française, tous les échecs ne se ressemblent pas. Certains modèles ont sombré corps et biens, victimes de ventes désastreuses. D'autres ont simplement raté leur cible, parce que le marché n'était pas prêt. Et puis, il y a ceux qui, malgré un flop commercial, sont devenus de véritables icônes. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ou redécouvrir 5 voitures françaises ayant échoué de manière spectaculaire. Restez bien jusqu'au numéro 1. Vous allez voir un échec qui a coûté des millions et que vous connaissez sûrement sans le savoir. Allez, on attaque avec le numéro 5. Numéro 5, Matra Rancho de 1977. Lorsque j'explique pourquoi certaines voitures françaises ont échoué, je commence souvent par celles qui avaient tout pour plaire. La Matra Rancho en fait partie. Conçu par Philippe Guédon et produit à partir de 1977, le Rancho est l'un de ces rares exemples d'intuition industrielle. Imaginez un véhicule de loisir tout-terrain sans en être un vraiment, et le vendre comme une posture de vie. Oui, je sais, ça ressemble beaucoup aux promesses des SUV. Matra part d'une base économique, la Simca 1100 Pick-up pour réduire les coûts. On lui colle une carrosserie arrière en polyester, on rehausse les suspensions, on lui donne un look baroudeur avec des plastiques proéminents et hop, l'illusion opère. La carrosserie arrière en polyester du Rancho, bien qu'innovante, était aussi une mesure de réduction des coûts, ce qui a contribué à sa réputation de fragilité en raison de problèmes de durabilité. Sous le capot, le 4 cylindres 1,4 litre Poissy développe 80 chevaux, suffisant pour cruiser sur route et s'aventurer sur des chemins sans réelle transmission intégrale. Les clients achètent l'idée plus que la capacité réelle. Ils veulent l'image tout-terrain, pas forcément la transmission intégrale. Pourtant, ce parti pris va se retourner contre la voiture. Le Rancho séduit, certes, mais il n'offre pas la robustesse ni les capacités attendues d'un vrai 4x4. Sur la route, le coffre est pratique, l'habitacle lumineux, la philosophie ludique. Toutefois, face à une concurrence qui progresse techniquement et surtout dans un marché brutalement fragilisé par la crise pétrolière et les remous industriels de la fin des années 1970, le Rancho apparaît vite comme un produit hybride sans héritier clair. Ce qui tue le projet, ce n'est pas seulement l'absence de transmission intégrale, c'est aussi la succession d'événements externes. Le rachat de Chrysler Europe par PSA, la crise financière qui oblige à des arbitrages, l'incapacité à financer un successeur logique. Matra vend bien sa niche, 56 457 exemplaires produits au total. Le marché aurait pu accueillir une évolution crédible, elle n'aura pas lieu. Une idée brillante se conjugue avec du timing, des moyens industriels et une stratégie produit long terme. Le Rancho est une icône française. Il est aussi la démonstration que l'innovation sans continuité industrielle finit souvent en parenthèse, et que vendre du vent au consommateur peut se retourner contre le constructeur. Aujourd'hui, lorsqu'on le croise dans une côtelette de collection, on voit une voiture qui a anticipé des usages et qui n'a pas reçu l'investissement nécessaire pour évoluer. C'est pourquoi elle reste unique et inachevée et fragile. Numéro 4, Simca 1307-1308, 1975. En juillet 1975, Simca, alors sous pavillon Chrysler, dévoile sa nouvelle arme pour reconquérir le marché. La 1307 et sa version haut de gamme, la 1308. Après l'échec de la 180, les attentes sont immenses. Et cette fois, Poissy frappe fort. Une silhouette moderne signée Roy Axe, un haillon arrière pratique, une banquette rabattable et une architecture technique novatrice pour l'époque. Moteur transversal, suspension indépendante, équipement riche. Même la presse est conquise. La 1307-1308 est élue voiture de l'année 1976, devant rien moins qu'une BMW série 3. Sur la route, l'agrément surprend. Tenue de cap rassurante, confort soigné, consommation raisonnable et un tarif bien placé. L'offre va de la Sage 1307 GLS à la dynamique 1308 GT de 85 chevaux capable de frôler les 170 km/h. Sans oublier quelques premières en Europe, comme l'allumage transistorisé ou des boucliers en composite. En moins de 2 ans, Simca en vend plus d'1 demi-million. Et pourtant, cette success story va s'écrouler aussi vite qu'elle s'est construite, à cause de son succès. Malgré son échec ultérieur, la Simca 1307-1308 a d'abord connu un succès commercial notable, avec plus de 500 000 unités vendues en 2 ans grâce à son prix abordable et à sa praticité. La faute, d'abord, à une production accélérée pour répondre à la demande.
Beaucoup d'exemplaires échappent au bain anti-rouille. La corrosion s'invite partout, ruine l'image et décourage les acheteurs. Ensuite, le marché britannique boude la version alpine, jugée trop brillante et peu valorisante face à une Ford Cortina. L'ultime clou dans le cercueil ne vient pas de l'extérieur, mais d'un autre modèle de Simca, l'Horizon. Plus compacte, mieux dessinée, moins chère, elle séduit dès 1978 et cannibalise les ventes de la 1307-1308. Dans le même temps, les nouvelles Peugeot 305 et Renault 18 achèvent d'entamer ses parts de marché. Simca tente une montée en gamme avec la 1309 SX, boîte automatique et régulateur de vitesse à la clé. Mais des performances médiocres combinées à un coût prohibitif scellent son destin. En 1979, Peugeot rachète Chrysler Europe. La 1307-1308 cède la place à la Talbot 1510, simple évolution à la protection anti-corrosion enfin correcte. Trop tard, la clientèle est partie. Même la déclinaison 3 volumes Solara, apparue en 1980, ne parvient pas à inverser la tendance. Au final, près de 700 000 exemplaires auront été produits en 4 ans. Un succès éphémère. Elle a été victime d'un enchaînement classique, qualité sacrifiée, concurrence interne, manque d'investissement. Aujourd'hui, une 1307-1308 Seine est une rareté absolue. Triste destin pour une voiture qui, un temps, avait incarné l'avenir de la familiale française. Numéro 3. Renault Velsatis 2001. En mars 2001, sur le stand Renault du Salon de Genève, le public découvre une grande routière française qui n'a rien à voir avec ses concurrentes. Haute sur pattes, large capot, arrière massif. La Velsatis ne cherche pas à imiter la série 5 ou l'Audi A6, elle les provoque. Patrick Lequément, patron du design, veut imposer ce qu'il appelle le luxe à la française. Un confort royal, une habitabilité de limousine et une silhouette anticonformiste. Renault cible alors un profil bien précis, les bourgeois bohèmes. Des clients aisés, cultivés, urbains, qui veulent tout sauf la berline allemande de Monsieur Tout-le-Monde. L'idée sur le papier est brillante. D'autant que l'intérieur met tout le monde d'accord. Siège avant à double articulation, cuir pleine fleurs, boiserie véritable, sono cabasse, finition initiale Paris. Sans oublier le sommet de la gamme. Le V6 Nissan de 3,5 litres et 245 chevaux associé à une boîte automatique douce. Le tout capable d'emmener cette grande voiture dans un silence ouaté jusqu'aux vitesses prohibées. À bord, c'est un cocon, plus accueillant qu'une Peugeot 607, plus chaleureux qu'une Citroën C6, et infiniment plus confortable que n'importe quelle allemande à l'époque. Toutefois, pour séduire, il ne suffit pas d'être bon à l'intérieur. Le style extérieur, lui, divise, et violemment. Héritée du concept car initial, la Velsatis de série perd les proportions élégantes de l'étude. Plus haute de 14 cm, plus étroite de 13 cm. Elle adopte une silhouette monospaciante qui déroute les amateurs de grandes berlines classiques. Dans un segment où le conservatisme est roi, cette audace passe pour une faute. À cela s'ajoutent des choix techniques discutables. Certaines motorisations diesel manquent de fiabilité. Les problèmes de fiabilité des moteurs diesel, notamment sur les premières versions de litre 2 DCI, ont terni l'image de la Velsatis, bien que les modèles ultérieurs se soient améliorés. L'assemblage n'est pas toujours au niveau des ambitions, et la clientèle haut de gamme à l'export ne suit pas. Avec un prix compris entre 40 000 et 50 000 euros, la Velsatis était trop chère face à des rivales allemandes mieux équipées, ce qui a freiné son attractivité. Et entre 2001 et 2009, seuls 62 000 Velsatis sortent de l'usine de Sandouville. Un chiffre famélique face au volume des rivales germaniques. Pourtant, rétrospectivement, la Velsatis avait tout pour offrir une alternative crédible au trio Audi, BMW, Mercedes, à condition d'avoir trouvé un équilibre entre style distinctif et élégance universelle. Comme souvent, Renault a choisi le risque, et c'est le marché qui a tranché. Trop différente pour séduire massivement, trop marquée pour s'imposer. Aujourd'hui, elle reste un symbole, celui d'un constructeur français prêt à bousculer les codes, quitte à y laisser des plumes. Numéro 2. Peugeot 1007, 2005. La 1007 voulait résoudre un problème urbain concret. Entrer et sortir d'une place étroite sans se contorsionner ni cabosser sa voiture. Le style est signé Pininfarina et elle est la première voiture de série au monde à disposer de 2 portes coulissantes électriques. Un concept inspiré du prototype Peugeot Sésame présenté en 2002. Sur le papier, c'est un coup de génie et dans les faits, une longue liste de compromis. Les portes coulissantes, véritable star du projet, sont impressionnantes à l'ouverture et lentes à outrance.
Il faut patienter de longues secondes avant de pouvoir monter ou descendre. Et à près de 1400 kg en ordre de marche, ce mini-space sous-motorisé se traîne avec ses petits moteurs d'entrée de gamme. Un 1,4 litre essence 75 chevaux ou un 1,4 litre HDI 70 chevaux. Outre les moteurs 1,4 litre essence et HDI, une version 1,6 litre essence de 110 chevaux était également disponible, offrant de meilleures performances. Résultat, une réputation de voiture pataude, avec la boîte robotisée Deux-tronique, lente et peu agréable. Peugeot avait quand même misé sur une personnalisation inédite. L'intérieur caméléo permet de changer 18 éléments de garniture en un quart d'heure, avec 12 coloris différents. Une idée séduisante qui n'a pas suffi à faire oublier le reste. Un coffre réduit, un accès aux places arrière peu pratique et malgré la carrosserie 3 portes, et un prix nettement supérieur à la moyenne du segment. C'est là que la 1007 s'est coupée de son public. Proposée à des tarifs proches de citadines haut de gamme, elle ne disposait ni de la performance, ni de la finition, ni de la polyvalence attendue. Dans la gamme Peugeot, elle semblait isolée, coincée entre une 206 plus abordable et une 307 bien plus habitable. Sur le marché, elle affrontait des polyvalentes plus vives et moins chères. Les ennuis ne s'arrêtent pas là. Les premières séries souffrent de problèmes de fiabilité, notamment sur les mécanismes de porte, la boîte robotisée et certains équipements électriques. L'image d'innovation pratique vire vite à celle d'une voiture à problème. Les campagnes marketing, misant sur le style et la personnalisation, ne parviennent pas à inverser la tendance. La sécurité exemplaire, 5 étoiles Euro NCAP, un record à l'époque, ne suffit pas à sauver la 1007. Entre 2005 et 2009, Peugeot n'en écoule que 124 100 exemplaires. L'échec est cuisant car la marque visait 130 000 ventes par an. Les pertes sont estimées à plus de 15 000 € par unité vendue. Innover, oui, mais pour simplifier l'usage, pas pour créer des complications et protéger la marque. D'ailleurs, il est temps de nous intéresser au plus grand échec de nos constructeurs français, le Citroën C6. Numéro 1, Citroën C6 2005. Elle devait être l'héritière spirituelle de la DS, l'incarnation du haut de gamme à la française. Et techniquement, la Citroën C6 avait tout pour réussir. Un design futuriste, un confort royal, une suspension Hydractive 3+, qui a valé les kilomètres comme aucune autre. Malheureusement, entre 2005 et 2012, Citroën n'en vendra que 23 421 exemplaires. Une carrière plus courte et plus discrète que prévu pour ce qui reste, à mes yeux, et c'est subjectif, l'une des plus belles berlines de son époque. Tout commence en 1999 avec la présentation du concept lignage. Une silhouette basse, fluide, un arrière fuyant qui rappelle la CX, des détails audacieux. Les passionnés se prennent à rêver. Citroën mettra 6 ans à transformer ce prototype en réalité. En 2005, quand la C6 arrive enfin en concession, le marché a changé. Les berlines allemandes règnent en maître. Le premium français est déjà en lointain souvenir. Et Peugeot a entre-temps occupé le terrain avec la 607. L'élan est brisé avant même le départ. Visuellement, la C6 impose le respect. Capot long, vitrage latéral concave, aileron arrière escamotable, équilibrage parfait des proportions, même ses détracteurs reconnaissent qu'elle attire tous les regards. Mais une belle carrosserie ne suffit pas à convaincre les acheteurs du haut de gamme, surtout lorsque l'intérieur déçoit. La qualité intérieure de la Citroën C6 variait selon les finitions. Les versions haut de gamme étaient compétitives, mais les modèles de base décevaient. Planche de bord datée dès sa sortie, plastique moyen, ergonomie perfectible. Citroën semble avoir oublié que, dans ce segment, chaque détail compte. Côté technique, la C6 joue la carte du confort absolu. Sa suspension hydraulique à gestion électronique, la fameuse Hydractive 3+, maintient la caisse à plat tout en filtrant parfaitement les irrégularités. La gamme moteur va à contre-courant. Au lancement, 2 V6 diesel, 2,7 litres puis 3 litres HDI, et un unique V6 essence de 211 chevaux. En plus des V6, un moteur 2,2 litres HDI de 170 chevaux était proposé dans certains marchés, élargissant légèrement l'offre. Peu de choix, aucune motorisation 4 cylindres essence pour les marchés étrangers et une disparition rapide de l'essence en 2009. Les erreurs s'accumulent. Lancée trop tard, mal positionnée face aux Allemandes, la C6 souffre aussi d'un réseau commercial peu motivé à vendre un modèle peu rentable. Le marketing est quasiment inexistant, pas de campagne d'envergure, pas de storytelling digne de son héritage DS. Même l'État, qui adopte quelques exemplaires pour la présidence de la République, ne suffit pas à lui offrir sa reconnaissance commerciale. La sentence tombe rapidement. Et après un pic de production en 2006 avec 9135 unités, les ventes s'effondrent.
La carrière se termine discrètement en 2012, éclipsée par l'arrivée de la gamme DS, qui marginalise encore plus la C6 dans l'offre Citroën. La démonstration qu'un design exceptionnel et un confort hors pair ne suffisent pas quand le timing, l'image et la stratégie produit sont à contretemps du marché. Allez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu et à très vite dans le Garage Français.